Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Isabelle qui est en France cette semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est l'endroit où il fallait être aujourd'hui. Ça a été quand même grandiose, remarquable, là, toutes ces cérémonies pour souligner les 80 ans du débarquement de Normandie. Exactement. Ça a été une journée mémorable qui commémorait un triste anniversaire en même pour les gens qui ont laissé leur vie, et ils ont été nombreux, ces soldats alliés, à venir sauver la France en premier, mais l'Europe finalement. Ça a été le début en fait de la fin pour les nazis. Comme je te racontais, évidemment, le jour du débarquement, donc le 6 juin 1944, ça a marqué le début, mais véritablement la fin de la guerre a été une année plus tard, et les camps de concentration ont été libérés plusieurs mois plus tard, jusqu'en 1945, printemps 1945. Paris a été libéré en août 44, donc 2 mois après le débarquement en Normandie. Mais cette journée-ci, et là on voit ces images de ces milliers de soldats alliés qui venaient donc des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada, venir sur les côtes de Normandie. Plusieurs fois, le débarquement devait avoir lieu le 1er juin, puis ensuite on a décidé, à cause de la météo, de le reporter, et finalement le 5 juin, quand les alliés, les soldats alliés ont reçu le signal, et là on voit les drapeaux canadiens de la fameuse cérémonie qui avait lieu à Juno Beach, la plage où sont débarqués les Canadiens. Le 5 juin au soir, à 10h30 du soir, là les soldats ont reçu l'espèce de "Go, let's go", mais ils savaient pas où ils allaient véritablement. Ils sont embarqués dans ces espèces de péniches qui les a débarqués en pleine nuit. L'eau était glacée. Ça avait rien à voir avec la belle température qu'ils ont eue aujourd'hui finalement, parce que le soleil était radieux sur les plages de Normandie, de Omaha Beach, la plage américaine, jusqu'à Gold Beach, qui était la plage britannique. En fait, 2 plages américaines, 2 plages britanniques, et la plage canadienne qui était Juno Beach, où on a vu Justin Trudeau. Il y avait en fait 25 chefs d'État aujourd'hui qui ont participé. Ça a été une cérémonie. Le matin, c'était des cérémonies de chacun des pays. Et d'ailleurs, c'était le prince William qui s'est joint à la cérémonie canadienne à Juno Beach ce matin avec Justin Trudeau. Et par la suite, il y a eu en après-midi, la grande cérémonie internationale qui a été magnifique. Ah, à la oui, fois vraiment. Ah, tu l'as vu, hein, tu as vu des images. Sincèrement, c'était super. ouais. Plein Il y avait d'émotions, une de sorte beaux symboles. Ah, c'était très émouvant. Certaines personnes, il y a des gens qui ont dit sur les réseaux sociaux, le débarquement, c'est pas un spectacle. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un spectacle. Si c'en était un, c'était un spectacle qui était à échelle humaine, qui était très contrôlé dans l'émotion. C'était un spectacle humble, qui était, je trouvais, à la haute, qui était pur. Il y avait quelque chose comme une pureté là-dedans. Évidemment, la scène était toute blanche, une des couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Il y avait évidemment, mais c'est aussi un peu des couleurs du Canada, et aussi des couleurs américaines et britanniques. Fait que finalement, tout le monde se retrouvait dans ces symboles-là. Mais le plus grand symbole d'espoir, j'ai trouvé, c'est l'utilisation, c'est-à-dire la participation des jeunes. Il y avait énormément de jeunes qui ont participé à cette cérémonie. Là, on voit Justin Trudeau qui est accueilli. Puis on voit le slogan "J'ai fait ça pour toi", "I did it for you". C'était vraiment le message de tous ces vétérans qui disaient finalement, on est venu vous libérer. Ça a été vraiment touchant d'entendre également les témoignages de vétérans, dont certains Canadiens, dont un certain vétéran, Monsieur Thibault, qui disait, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, là, écoute, qui disait, moi je suis ici, là, il était presque un peu dépassé, écoute, 98 ans, je pense, ou 99 ans. Mais là, il faut que tu ailles au moins ça pour avoir fait le débarquement pour avoir fait le débarquement il y a 80 ans, là. C'est fou, là. Écoute, il y en a un, il avait 14 ans, mais dans le fond, il s'est fait passer pour un jeune de 17 ou 18 ans, mais il avait véritablement 14 ans. Fait qu'il y en a qui se sont engagés avec cette espèce de poussée de je dois y aller, je dois faire cet effort patriotique. Il y avait des Anglais, il y avait des Américains qui ont fait ça aussi. Évidemment, des Français résistants. On a quand même aussi rappelé qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les 200 000 résistants qui ont aidé à passer les informations, à faire en sorte que les Alliés aient la bonne info pour déjouer les Allemands qui écoutaient tous les messages, tu sais, que ça soit... puis
il y avait toutes sortes de messages qui étaient envoyés tout le temps, là, 24 heures sur 24, avec, entre autres, ça passait par la radio de la BBC où on entendait ici Londres, et là, c'était la France parle aux Français, puis c'était une suite de messages dont les carottes sont cuites et dont les fameux vers de Verlaine, les sanglons longs de l'automne, qui ont déclenché finalement le fameux signal Go, let's go, we go. Et là, tout le monde a débarqué, mais tu sais, il y a Hitler, par exemple, était convaincu que le débarquement aurait lieu au Pas-de-Calais et non pas sur les plages de Normandie. Ouais. Donc, dans le fond, ils n'étaient pas tant préparés que ça, mais ils ont quand même réussi à tuer 90% de la première vague des soldats qui sont débarqués sur ces plages en Normandie le 6 juin 1944. Ouais, mais c'était le sens de l'opération, là. Il y en a qui vont arriver, ils vont manquer de munitions, et on va prendre le contrôle de certains bunkers, ça va tirer de moins en moins, mais tout ça, c'est dans le raisonnement qu'au début, ça va tirer en fou, là. Tu sais que tu vas débarquer, puis que dans les premières minutes, ça va... Les gens vont être installés dans leur bunker avec la mitraillette, puis ils vont tirer en fou. Ce qui rend, je pense, ce 80e anniversaire particulier, je pense qu'on se dit que c'est la dernière vraie occasion où on a des témoignages des vétérans eux-mêmes. Écoute, je dis pas qu'il pourra pas rester au 85e, là. Des gens de 102 ans, 103 ans, ça existe, mais ça va être... Il y en avait aujourd'hui, justement. Ouais, mais c'est ça, on va les compter ses doigts de la main, puis combien... Mais c'est un peu, on sent là, que là, c'est comme si on veut avoir les témoignages, que les jeunes entendent des témoignages vivants, on est vraiment dans les dernières fois, là. T'as tellement raison, que je pense que tout le monde sentait ça aujourd'hui, beaucoup de gens le disaient. Et tu sais qu'est-ce qui est beaucoup ressorti, qui a été beaucoup la conversation entre les gens aujourd'hui. Puis moi, je l'ai eu avec plusieurs personnes. Puis je me suis même demandé pour moi. Puis je le dis aussi, je le lance aussi pour les gens qui nous écoutent puis qui nous regardent, parce que tu sais, des conflits. Évidemment, la Deuxième Guerre mondiale est un conflit immense. Ça garde 80 ans plus tard. Puis j'espère que dans 100 ans, on aura encore ce devoir de mémoire. Peut-être que, enfin, dans 20 ans pour le 100e. Moi, j'ai envie je passe ça à mes enfants comme mon père me l'a passé, parce que moi, c'est proche de ma famille. Mais j'espère que, j'ai l'impression que les gens n'apprennent pas ça forcément à l'école, surtout que nous, au Québec, on est comme un peu loin de ça. On a quelques vétérans, mais comme tu dis, ils sont âgés, puis déjà que le Québec est plutôt, on n'est pas militariste du tout, on est plutôt anti. Donc, tout ce qui est l'armée, on n'aime pas trop ça, les guerres et tout. Sauf que, tu sais, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Des conflits, il y en a tellement. L'invité spécial aujourd'hui, c'était Zelensky, le président de l'Ukraine, qui a été... qui est en guerre, là. Qui est en guerre, et puis Poutine n'était pas là, et les messages politiques, parce qu'il y en a eu nombreux aujourd'hui, des messages politiques, tant de Joe Biden que de Emmanuel Macron, pour rappeler à quel point toute l'Europe, à la veille du début des élections européennes qui vont durer 3 jours, toute l'Europe est derrière l'Ukraine. Et Zelensky était là avec sa conjointe. Ça a été une cérémonie qui a été beaucoup tournée vers ce qui se passe en Ukraine et qui a pointé du doigt la responsabilité des Russes, de Poutine. Écoute, c'était un gros... Puis tout le monde était là. L'espèce de menace qui plane, tu sais, en ce moment dans le discours politique par rapport à l'Ukraine versus la Russie, même si on sait bien que les alliés américains ou canadiens ou britanniques ou français débarqueraient pas demain matin en Ukraine pour contre les Russes, il y a quand même cette espèce de discours qui a été entendu aujourd'hui pour rappeler à Poutine que à un moment donné, c'est assez. Mais tu sais, on pourrait penser à d'autres conflits, Palestine, Israël, et on se disait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait, nous? Est-ce qu'on irait risquer notre vie pour la liberté? Et sincèrement, cette question-là m'a un peu triturée toute la journée, parce que je me suis dit, la réponse est moins claire aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'on irait aujourd'hui? Mais si on avait ça en partant, il y a une partie de nos jeunes gars qui verraient ces réseaux sociaux qu'Hitler, il n'existe pas, que c'est pas vrai. Comme la COVID, ça n'a jamais existé. Non, mais tu aurais toutes sortes de théories débiles. En partant, tu aurais des mouvements qui disent mais ça n'existe pas, cette guerre-là, c'est pas vrai, c'est pas ci, c'est pas ça. Ils ont essayé de nous inventer, ils veulent nous embarquer. C'est très à la mode de dire que les gouvernements veulent nous embarquer dans une patente. Fait que déjà, tu aurais ce mouvement-là et qui serait particulièrement fort chez les jeunes hommes, là. T'as raison, malheureusement. Puis après ça, t'as un monde quand même assez égoïste. Je sais pas si on se battrait encore pour la démocratie et la liberté. Moi, je suis moins sûr. Je pense qu'on sait même plus ce que ça vaut. Je pense qu'on se... Mais des jeunes, là? Ben, c'est dommage si on ne sait plus. Ouais, peut-être. Mais c'est dommage si on ne le sait plus. Sincèrement, c'est profondément troublant
qu'on ait juste envie de rester dans notre petit confort tranquille puis de dire, ben, regarde, c'est le conflit des autres, c'est la guerre des autres qui s'arrange. Moi, je peux pas croire ça. Je pense que si on était attaqué ou si la liberté, Isabelle, aujourd'hui... Est-ce qu'on se battrait pour la démocratie? On va même pas voter. Ben, Les gens, il y a un tiers des gens moi, vont même pas voter. Moi, je fais mon bout, toi aussi, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on le dise. Mais moi, je me dis, c'est notre responsabilité à nous, qui y croyons profondément, de dire que ça vaut la peine et que c'est ça qui fait que ça nous tient ensemble. Parce que je vais dire, je te parlais des élections européennes, là, les votes vont commencer demain jusqu'à dimanche. Et je regardais le sondage qui est sorti ce matin en France, puis je trouvais qu'il y avait un parallèle fort intéressant avec ce qu'on vit, nous, au Québec et au Canada, parce que on a demandé, entre autres, aux Français, quels sont pour vous les enjeux les plus importants de ces élections européennes? Premier enjeu, 36% des Français ont dit pour nous, pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ça, c'est l'inflation. Les gens, comme au Québec, trouvent qu'ils sont trop taxés, ils en ont pas pour leur argent, et on leur tape sur la tête, le gouvernement est trop présent, ils sont plus capables d'arriver, l'inflation les étouffe, les taux d'intérêt, bref. Deuxième enjeu, l'immigration. On dirait que je le devine exactement. Hein? Écoute, l'immigration, regarde la une du Journal de Montréal aujourd'hui, les gens qui disaient, hey, on n'est plus capable de même rendre des services à ces pauvres réfugiés qui viennent, des gens qui viennent au Canada puis qui s'attendent à avoir un peu d'aide parce qu'ils viennent de partout avec des enjeux plus grands qu'eux. Ils arrivent chez nous, on n'est pas capable, on n'a pas de logement, pas de bouffe, pas de... Aussi, il y a quelques jours, il y avait un article qui rappelait à quel point l'aide sociale, ça commence à coûter cher aux citoyens québécois et canadiens. Fait que là, les gens, là, commencent à se dire, hey, on paye pour ces gens-là, tiens. Mais là, en et France... c'est ça qui fait que l'extrême droite ou l'extrême gauche risque de prendre le pouvoir, tiens. C'est ce que j'allais te demander. En France, ce qui circule, c'est que le Front national pourrait faire des gains historiques dans ces élections européennes. Tu le sens? Tout à fait. Ah, complètement. Changement dans le discours, c'est dans tous les journaux, à la télévision, là, c'est vraiment un sujet qui est épidermique, là. Les gens, tu sais, déjà qui ont tendance à se couper la parole, les Français, on est de même. Ben, là, c'est encore plus, puis ça devient vite agressif, tendu. Et ces élections européennes, certains candidats de l'extrême gauche et de l'extrême droite l'ont dit, c'est fascinant de voir comment que les deux discours se ressemblent, mais l'extrême gauche le dit, ce sont des élections, si vous vous abstenez, c'est un vote pro-Macron, et ces élections européennes sont des élections dont l'enjeu est l'immigration. Donc, si vous voulez que ça arrête, allez voter. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de voter en conséquence. Et chez nous, ça va être, évidemment, c'est que chez nous, on est tous des centres de centre, là, on n'a pas d'extrême. Ouais. Mais c'est pour ça, non, en tout cas, heureusement, pour le moment, mais c'est ça qui va faire que, mais aux États-Unis, excuse-moi, dans plein d'autres pays d'Europe, ça a été le sujet, l'immigration. Aux États-Unis, c'est le sujet, la frontière sud, c'est le sujet numéro 1. Et à mon avis, on n'est pas loin au Canada que la prochaine élection va porter sur l'immigration aussi. Ah, mais moi, je pense qu'elle va porter sur l'immigration. C'est déjà clairement ça. Je pense que Pierre Poilievre va en faire son enjeu principal. Puis ça va profondément l'aider parce que les gens sont un peu à bout de ces politiques d'ouverture trop intenses où, à un moment donné, on n'a pas calculé, est-ce qu'on a les moyens? C'est bien beau de dire aux gens tu sais, puis on voudrait accueillir, on est accueillant, on le sait, puis on voudrait sauver le monde, puis je viens de te parler de patriotisme et tout, puis de liberté, puis de démocratie, mais en même temps, il y a aussi les moyens de chaque pays. Alors comment, tu sais, c'est extrêmement complexe comme question. Comment on fait ça? Évidemment, on réglera pas ça aujourd'hui, mais c'est des dossiers à suivre, ça c'est sûr, Mario. Donc ça vote aux élections européennes à compter de demain. Merci Isabelle. Ouais. Merci Mario.